Ah, le cheval de Troie. Quand on dit ça, tout le monde voit l'image, hein. Cette immense statue en bois. Oui, c'est une des légendes les plus connues de l'Antiquité, sans aucun doute. Une ruse incroyable. Exactement. Et aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu, voir ce qu'il y a derrière le mythe. On a pas mal de sources d'ailleurs qui nous permettent d'explorer ça sous différents angles. Tout à fait. On va parler de la guerre elle-même, évidemment, de ses héros, mais aussi de comment cette stratégie, finalement, a traversé les âges. C'est ça. On va voir que l'idée du cheval de Troie résonne de manière assez surprenante, même en biologie ou en technologie. L'objectif, c'est un peu de décortiquer tout ça, voir pourquoi cette vieille histoire nous parle encore autant. C'est une histoire riche en leçons, en symboles. Troyen. Avec un petit coup de pouce d'Aphrodite, si je me souviens bien. Exactement. Les dieux sont jamais très loin dans ces histoires. Et nos sources principales pour tout ça, c'est Homère, bien sûr, avec l'Iliade et l'Odyssée. Et Virgile aussi avec l'Énéide, qui raconte plutôt le point de vue troyen après la chute. Voilà. Et au cœur de ces récits, il y a des figures héroïques, quoi. Mythique. Oui, on pense tout de suite à Achille, le guerrier quasi invincible. Presque. Sauf son fameux talon. Mais c'est aussi un personnage complexe, avec sa colère dévastatrice, son duel tragique contre Hector. Oui, Hector. Le défenseur de Troie, le héros troyen par excellence. Plus humain, peut-être, qu'Achille. Oui, on peut dire ça. Il se bat pour sa famille, sa cité, il a un sens du devoir très fort. Et puis il y a Ulysse. Ah, Ulysse. Lui, c'est pas la force brute, c'est... L'intelligence, la ruse. Tout à fait. C'est l'homme aux 1000 tours, comme dit Homère. C'est lui qui aurait imaginé la stratégie du cheval. Et puis à son retour, l'Odyssée, une autre épopée à lui tout seul. Et on n'oublie pas les dieux, hein. Ils choisissent leur camp, ils interviennent. Constamment. Athéna et Héra avec les Grecs, Apollon et Aphrodite avec les Troyens, Poséidon qui change un peu d'avis, ça ajoute une dimension, disons imprévisible au conflit. Bon, et on arrive au moment clé, cette fameuse ruse du cheval de Troie. Comment ça se passe déjà ? Alors l'idée attribuée à Ulysse, donc, c'est de construire un cheval en bois gigantesque. Les Grecs font semblant de lever le camp, de repartir chez eux. Mais en laissant ce cadeau sur la plage. Exactement. Et à l'intérieur du cheval, ils cachent leurs meilleurs soldats, menés par Ulysse lui-même. Et les Troyens tombent dans le panneau. Ben oui. Après débat, notamment avec Cassandre, qui essaie de les prévenir, mais que personne ne croit jamais, pauvre elle, et Laocoon aussi. Ils finissent par faire entrer le cheval dans la ville, pensant que c'est une offrande aux dieux ou un signe de victoire. Grave erreur. Évidemment. Pendant la nuit, les soldats grecs sortent du cheval, ouvrent les portes de la ville au reste de l'armée, qui était revenue en cachette, et c'est la chute de Troie. Sac, pillage, incendie. La fin tragique. C'est l'image forte, celle qu'on retient. Mais alors, cette histoire, c'est du mythe pur et dur ou il y a une base de vérité historique? Ah, c'est la grande question. Bon, clairement, l'histoire telle que racontée par Homère, avec Hélène comme unique cause, les interventions divines permanentes, c'est du mythe. C'est une épopée littéraire. D'accord. Mais est-ce qu'il y a eu une vraie guerre de Troie? C'est très probable, oui. Les archéologues, notamment Heinrich Schliemann au XIXe siècle, même si ses méthodes étaient controversé. Oui, il est un peu tout dynamité, non? Un peu, oui. Mais il a quand même mis au jour les ruines d'une cité antique, très riche et puissante, sur le site présumé de Troie, en Turquie actuelle. Et les différentes couches archéologiques montrent des destructions violentes qui pourraient correspondre à une guerre vers le XIIe ou XIIIe siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Et la cause de cette guerre réelle, alors si c'est pas Hélène? Les historiens pensent plutôt à des raisons plus terre-à-terre, quoi. Économiques, stratégiques. Troie était idéalement placée pour contrôler le commerce maritime entre la mer Égée et la mer Noire, par les Dardanelles. Ah oui, le contrôle des détroits, c'est toujours stratégique. Exactement. Donc une guerre pour le contrôle des routes commerciales, l'accès aux ressources, ou juste une rivalité de pouvoir entre les royaumes mycéniens, les Achiens, et la cité de Troie. C'est beaucoup plus plausible qu'une guerre de 10 ans pour une femme, même si elle était la plus belle du monde. C'est plus logique, effectivement. Mais le mythe a pris le dessus. Complètement. Et l'héritage culturel de l'Iliade et de l'Odyssée est absolument colossal. Ça a façonné une grande partie de la littérature, de l'art, de la pensée occidentale. C'est vrai. On retrouve des échos partout, même au cinéma, avec des films comme Troie en 2004, même s'il prend des libertés. Bien sûr. Et au-delà des personnages ou des scènes spécifiques, c'est aussi la structure narrative qui a eu un impact énorme. Le concept du voyage du héros, théorisé plus tard par Joseph Campbell, on le voit déjà très clairement dans l'Odyssée, par exemple. C'est un schéma quasi universel. Et puis il y a les leçons qu'on peut tirer de cette guerre, même dans sa version mythique.
Ce n'est pas une histoire simple. Ah non, loin de là. Déjà, la victoire grecque est une victoire amère, très coûteuse. Beaucoup de héros meurent ou ont des retours extrêmement difficiles, voire tragiques. Pensez à Agamemnon assassiné en rentrant chez lui. Ulysse lui-même, qui met 10 ans de plus à rentrer, l'Odyssée quoi. Ec commettent des actes terribles pendant le sac de Troie. Les héros des deux camps ont leurs défauts, leurs accès de colère, leur orgueil. C'est plus complexe, plus gris que noir et blanc. Ça montre la complexité de la guerre, de la nature humaine aussi peut-être. Tout à fait. C'est sans doute aussi pour ça que ça nous parle encore. C'est pas juste une histoire de super-héros antiques. Et alors, là où ça devient vraiment fascinant, je trouve, c'est quand on voit comment cette idée du cheval de Troie, cette stratégie d'infiltration par la ruse, on la retrouve ailleurs. Et notamment dans la nature. Ah oui, le cheval de Troie microbien, c'est une analogie très parlante que les biologistes utilisent effectivement. Alors, expliquez-nous ça, des microbes qui utilisent un cheval de Troie, comment ça marche? L'idée générale, c'est qu'un organisme pathogène, que ce soit une bactérie, un virus, un champignon, pour réussir à infecter son hôte, il doit d'abord déjouer ses défenses immunitaires. Un peu comme les Grecs face aux murailles de Troie. D'accord, les défenses de l'hôte, ce sont les remparts. C'est ça. Et le pathogène doit trouver un moyen d'entrer sans déclencher l'alarme, sans être connu et éliminé tout de suite. Il doit se déguiser en quelque sorte. Comme le cheval de bois qui avait la rhine offensif. Exactement. Par exemple, certaines bactéries peuvent modifier les molécules à leur surface pour ressembler à des cellules de l'hôte ou pour ne pas être détectées par les récepteurs du système immunitaire. D'autres vont carrément se cacher à l'intérieur même des cellules de défense, comme les macrophages, en les manipulant pour qu'elles les transportent au lieu de les détruire. Ah oui, carrément. C'est une infiltration de l'intérieur. Tout à fait. Et une fois à l'intérieur, ou une fois qu'ils ont réussi à établir un premier contact sans être jetés, ces pathogènes vont libérer ce qu'on appelle des effecteurs. Des effecteurs, c'est quoi ça? Ce sont des molécules, souvent des protéines, que le pathogène injecte dans la cellule hôte. Et ces effecteurs, ce sont un peu comme les soldats cachés dans le cheval de Troie. Leur rôle, c'est de manipuler la cellule hôte de l'intérieur. Manipuler comment? Eh bien, ils peuvent bloquer les voies de signalisation de défense de la cellule, détourner ses nutriments, réorganiser son squelette interne pour faciliter la multiplication du pathogène. En gros, ils reprogramment la cellule à leur avantage. C'est diaboliquement intelligent comme stratégie. C'est le résultat de millions d'années de coévolution, de course aux armements entre les hôtes et leurs pathogènes. Prenons un exemple concret. Certains champignons pathogènes des plantes, comme l'oïdium ou la rouille, Oui. ce sont des biotrophes obligatoires. Ça veut dire qu'ils ont besoin que les cellules de la plante restent vivantes pour pouvoir s'en nourrir. Ils ne peuvent pas juste tout tuer. Ah, d'accord. Ils doivent être plus subtils. Exactement. Alors, ils développent une structure spéciale qu'on appelle un ostorium. C'est comme une sorte de suçoir très sophistiqué qui pénètre à l'intérieur de la cellule végétale, mais sans percer sa membrane principale. C'est une interface très intime, mais discrète. L'ostorium, c'est le cheval de Troie fongique, en quelque sorte. On peut voir ça comme ça, oui. C'est la structure qui permet l'infiltration et l'établissement d'une relation durable. Et c'est via cet ostorium que le champignon va ensuite envoyer ses fameux effecteurs pour manipuler la cellule végétale. Et ça marche, quoi. On voit les effets. Oui. Parfois, on observe un phénomène étonnant qu'on appelle les îles vertes. Sur une feuille qui commence à jaunir et à mourir à cause de la maladie, on voit des petites zones autour des points d'infection qui restent vertes et bien vivantes. Ah oui. Pourquoi? C'est le champignon qui, grâce à ses effecteurs, maintient artificiellement la cellule en vie, bloque sa sénescence pour pouvoir continuer à pomper ses ressources. C'est une manipulation très visible de la machinerie cellulaire de l'hôte. C'est fou. Donc cette stratégie de la ruse, de l'infiltration cachée, elle n'est pas propre à l'homme, elle est universelle dans le vivant. Elle est en tout cas extrêmement répandue et efficace. Oui, ça montre que contourner les défenses par la tromperie est souvent une meilleure stratégie que l'affrontement direct, que ce soit à l'échelle d'une guerre antique ou d'une infection microscopique. Et ça a des implications pour nous, pour la recherche. Oui, bien sûr. Comprendre ces mécanismes d'infiltration et de manipulation, ça ouvre des pistes pour développer de nouvelles stratégies de lutte. Par exemple, au lieu de chercher à tuer le pathogène avec des pesticides ou des antibiotiques, ce qui peut mener à des résistances, on pourrait chercher à démasquer le pathogène. Développer des molécules qui bloquent les effecteurs ou qui rendent le pathogène à nouveau visible pour le système immunitaire de l'hôte. L'idée serait d'aider les défenses naturelles à faire leur travail. Une approche plus ciblée et peut-être plus durable.
fait l'espoir, oui. Favoriser la mémoire immunitaire. Être plus respectueux de l'environnement. C'est une voie de recherche très active, inspirée justement par cette compréhension des stratégies de type cheval de Troie. C'est passionnant de voir ce parallèle. Et du coup, si on revient à l'échelle humaine, cette stratégie de la tromperie, de l'infiltration déguisée, on la retrouve partout dans l'histoire, non? Mais complètement. Le cheval de Troie mythique, c'est juste l'archétype littéraire d'une tactique vieille comme le monde. La tromperie, la désinformation, le subterfuge. C'est un thème récurrent dans les conflits, dans la politique, partout. On pense évidemment à l'espionnage, l'agent infiltré qui gagne la confiance pour mieux trahir. Exactement. Sinon, le grec qui convainc les Troyens d'accepter le cheval, c'est le prototype de l'agent double, de l'espion manipulateur. Et l'histoire en est pleine, des opérations complexes pendant les guerres mondiales ou la guerre froide. Jusqu'au cyberespionnage aujourd'hui. On parle même de cheval de Troie en informatique. Tout à fait. Le terme est passé directement dans le langage courant de la cybersécurité pour désigner un type de logiciel malveillant, malware. C'est un programme qui se fait passer pour légitime, inoffensif, un jeu, un utilitaire. On le télécharge, on l'installe en confiance. Voilà. Et une fois qu'il est à l'intérieur du système, il révèle sa vraie nature, voler des données, prendre le contrôle de l'ordinateur, installer d'autres virus. C'est exactement la même stratégie que le cheval de bois, mais adaptée au monde numérique. Le virus Stuxnet, par exemple, qui a ciblé le programme nucléaire iranien, c'était ça, non? Il s'est introduit via une clé USB. Oui, entre autres vecteurs, une clé USB qui semblait anodine mais qui contenait le code malveillant. C'est un exemple très sophistiqué de cheval de Troie numérique, utilisé pour du sabotage industriel et de l'espionnage d'État. Et au-delà de l'espionnage militaire ou informatique, on voit des échos de cette stratégie ailleurs, non? Ben oui. Pensez à certaines affaires politiques célèbres, comme l'affaire Dreyfus, où des preuves ont été fabriquées, ou le Watergate, où il y a eu une tentative d'infiltration et d'espionnage du parti adverse. Ce sont des formes de tromperie organisée. Ou même dans le monde des affaires, non? Les grands scandales financiers. Exactement. Des affaires comme Enron ou Madoff reposent souvent sur une façade de respectabilité, de succès, qui cache en fait des manipulations, des fraudes massives. C'est une forme de trahison de la confiance, une infiltration de l'intérieur du système économique. Le principe de la tromperie déguisée est là aussi. C'est vrai. Et c'est marrant pour l'anecdote, même le mot palladium. Ah oui, le palladium. La statue sacrée d'Athéna, qui était censée protéger Troie tant qu'elle restait dans ses murs. Voilà. Et aujourd'hui, le palladium, c'est aussi un métal précieux, rare, utilisé en joaillerie, mais surtout dans les technologies de pointe, comme les catalyseurs pour voitures, l'électronique. C'est vrai. Encore une histoire de quelque chose de précieux, de protecteur d'une certaine manière pour nos technologies, qui porte un nom lié à Troie. C'est une coïncidence amusante. Donc, si on essaie de prendre un peu de recul sur tout ça. Oui. Ce qui est frappant, c'est cette persistance, cette résonance de la stratégie du cheval de Troie à travers les âges et les domaines. Absolument. On part d'un récit antique, un mélange de mythes et d'histoires probables, et on retrouve le même schéma fondamental, la même logique stratégique dans la façon dont une bactérie infecte une cellule, dans les tactiques d'espionnage modernes, dans les virus informatiques, et même implicitement dans certaines manipulations politiques ou financières. C'est comme si cette histoire avait touché à quelque chose d'universel sur la nature de la stratégie, de la ruse, de la méfiance aussi, peut-être. Tout à fait. Ça illustre que la force brute n'est pas toujours la solution, que l'intelligence, la ruse, la capacité à exploiter les failles de l'adversaire, à tromper sa vigilance, sont des armes redoutables. Et ça, c'est intemporel. Ça nous rappelle aussi la nécessité constante d'être vigilant, de savoir regarder au-delà des apparences. Justement, ça m'amène à la question finale. Si cette stratégie du cheval de Troie est si persistante, si universelle, alors que nous apprend-elle sur notre propre vigilance aujourd'hui face aux menaces cachées, aux informations trompeuses, aux manipulations potentielles dans notre monde moderne qui est si complexe et si connecté? C'est une excellente question pour réfléchir. On laisse ça en suspens. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette exploration passionnante entre mythe, histoire et science. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans nos sujets. À la prochaine!